Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Christian Pichou, président de la communauté de communes de Loizan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Le tourisme et les barrages électriques en ont fait un territoire riche et attractif. Loizan est un des piliers économiques de notre département, mais il doit se battre pour le rester. Le réchauffement climatique, les nouvelles attentes des visiteurs, la concurrence acharnée d'autres massifs sont des défis de taille et il faut s'adapter. Pour autant, à tout miser sur les loisirs, Loizan ne risque-t-il pas de devenir une réserve à touristes? On en parle avec Christian Pichou, également maire du Fresnay d'Oisans et conseiller régional. Et vous avez été aussi président du Parc national des Écrins et élu départemental jusqu'en mars 2015. À l'époque président d'Isère Tourisme, sous la mandature d'André Valigny. Alors on est heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour évoquer ce territoire de Loizan que vous connaissez par cœur depuis le temps. Oui, heureusement pour y habiter, d'une part, pour y travailler au quotidien, que ce soit la mairie du Fresnay ou que ce soit la communauté de communes, à travers nos 19 communes, toutes leurs variétés. C'est un plaisir que d'y travailler tous les jours. Ouais, vous êtes maire du Fresnay depuis 1981 et donc, vous le disiez, une vingtaine de communes, dont des locomotives que tout le monde connaît, évidemment, les stations de l'Alpe d'Huez et les Deux Alpes. Oui, Loizan, c'est d'abord une communauté d'habitants qui est extrêmement ancienne. Au Moyen-Âge, il y avait déjà la personnalité morale autour de ces 20, 21 ou 22 communes à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes 19 à la suite d'une fusion récente de Venosque et de Mondelan qui ont fait les Deux Alpes. Il y a une fusion à peu près tous les siècles en Loizan, donc on a encore Vous êtes tranquille du temps. Mais nos 11 000 habitants donc, sont constitués autour du bourg d'Oisans central, d'une kyrielle de petits villages qui sont nos perles. Villars-Notre-Dame, Villars-Rémont, Clavent, Besse dans la vallée du Ferrand, et puis ces grandes stations autour des massifs des Deux Alpes et de l'Alpe d'Huez avec Vaujany, Oz, Oris, Villars-Recula. Et puis évidemment, c'est aussi une des entrées du Parc national des Écrins. C'est une entrée du Parc national des Écrins, de ce plus vaste parc français, et qui est une richesse pour notre territoire, qui est un réservoir de biodiversité exceptionnel et qui est un lieu de vacances formidable. Alors vous parlez de richesse, ça tombe bien parce que financièrement, c'est aussi un territoire qui est plutôt assez aisé, assez riche. Eh bien, écoutez, c'est vrai que par rapport au territoire tel qu'il était au début du XXe siècle, l'évolution du tourisme, la constitution des stations, l'hydroélectricité, les barrages de Grand Maison, ceux qui sont en train de se construire dans la vallée de la Romanche, le nouvel équipement de Livette et Gavet, le Chambon, Pont-Escoffier sont autant d'équipements extrêmement importants qui assurent effectivement au territoire de la ressource. Ce tourisme, on va beaucoup en parler dans cette émission. Il est au centre de toutes les attentions via les plans montagne. Celui-là, il est signé de la région. Il y a une grande réflexion du département sur la station du futur. C'est une politique que vous jugez satisfaisante, plus volontariste que les précédentes ? Alors, je participe à la commission montagne de la région. La région a un plan en montagne. Je dois dire que ce plan montagne, c'est surtout un plan station. Un plan station parce que c'est uniquement cette partie-là qui est développée, d'ailleurs qui n'était pas très lisible initialement parce que concentrée exclusivement sur la neige de culture, que personnellement j'approuve, qui est extrêmement utile et indispensable à nos stations, mais qui ne peut pas constituer une politique montagne. Ça a été enrichi par une politique sur l'immobilier touristique, qui est absolument indispensable. C'est un grand sujet pour nos stations, la rénovation de l'immobilier touristique. Voilà, donc on a certains points de désaccord, mais bien évidemment que sur ces deux points forts que sont l'immobilier et puis la neige, il faut avancer. Mais ça ne fait pas une politique en entier, c'est une politique de station. J'entends bien vos réserves. Sous la majorité précédente, celle de Jean-Jacques Caran, il n'était pas question de parler, et encore moins de financer, la neige de culture. C'était une erreur ? Je pense. Personnellement, j'ai toujours défendu la neige de culture au département. J'avais obtenu des subventions pour les stations iséroises. Je crois que c'est un élément d'équipement indispensable qui subit des critiques injustifiées parce que lorsqu'on prend les dossiers vraiment très en détail, et ceux qui participent à la commission locale de l'eau, qui est le Parlement de l'eau dans le Sud-Isère, pour examiner l'ensemble des projets, avec des techniciens de toute origine, y compris associatifs, en conviennent. Nous sommes responsables en montagne et présentons des dossiers
justifié et parfaitement adapté à nos territoires. Et vertueux, on verra ça dans un instant. Je vous interrogerai évidemment sur l'enneigement artificiel, sur la neige de culture. Avant cela, dans le plan montagne de Laurent Wauquiez, il y a aussi quand même cette année le fait d'aider de nouveau les classes de neige qui ont tendance à disparaître un petit peu. Ça, c'est vertueux ou pas ? Ça, c'est parfaitement vertueux. La défense des sports d'hiver est quelque chose d'extrêmement important dans nos montagnes. Il faut que nos jeunes générations aient cette culture des sports d'hiver, de façon à garder un lien avec la montagne en hiver comme en été. Et en hiver, c'est très important. Donc ce plan-là, non seulement nous l'avons soutenu, mais nous l'avions demandé. Et nous sommes parfaitement en phase, spécialement sur ce plan-là. Bon, si je veux faire un peu de politique, du coup, je dis que Laurent Wauquiez fait ce que Jean-Jacques Herrane n'a pas fait là-dessus. Sur ce plan-là, Jean-Jacques Herrane, sur la neige de culture, on avait peut-être des différences. Par contre, sur le soutien au sport d'hiver, là-dessus, je crois que nous sommes en phase, oui. La proportion Mais ce n'est qu'une petite partie de la philosophie politique de Laurent Wauquiez. Je parle du plan montagne, moi, effectivement. La proportion des 15-25 ans dans la clientèle des stations est passée de 20% à 14% aujourd'hui. 20%, c'était en 1995. Le département, alors là aussi, vous n'êtes plus dans la majorité, vous ne soutenez plus la majorité du département. Il a lancé une vaste réflexion sur la station du futur, autour de 5 stations type. C'est quoi? C'est une bonne idée? C'est un plan marketing? C'est de la com? Alors, d'abord, l'action du département également sur la montagne, les contrats qui sont en place, c'est expliqué textuellement au début de leur présentation, ont décidé d'abandonner la politique de diversification que nous avions engagée, qui était une politique visant à soutenir l'innovation sur les territoires, visant à soutenir l'innovation dans les stations, pour revenir à une politique plus traditionnelle, pour ne pas dire traditionnaliste. Et donc, à ce titre-là, lorsque j'ai vu arriver la station du futur, je ne peux que m'en réjouir d'avoir cette réflexion-là, mais pour l'instant, c'est vrai que je n'ai trouvé aucune mesure précise. Et plutôt de la communication. Ceci dit, il faut essayer d'anticiper, il faut rechercher. Je suis par contre très positif sur la réflexion qui vient d'être engagée par Chantal Carrioz sur la mobilité en montagne. Je pense que ça, c'est tout à fait indispensable et c'est une très bonne étude qui est engagée. On va parler effectivement de déplacement en montagne, sur les territoires de montagne. Sur cette station du futur, le principe est assez simple, c'est de dire on va essayer de faire en sorte de développer et donc de communiquer autour des stations sur des typologies précises et donc sur des axes de clientèle aussi précis. L'idée n'est pas convaincante. Si, la segmentation des clientèles, c'est ce que nous pratiquons en permanence pour répondre aujourd'hui à la demande et pour la compréhension de nos offres. C'est ce qu'il faut faire. Après, la définition de ces clientèles, aujourd'hui, je crois qu'elle est encore un peu trop floue. Et la station du futur, aussi dans son organisation, mérite d'abord des mesures fortes sur l'organisation même des stations. Un exemple, il va falloir, pour la consommation de l'espace et également pour le combat que nous menons contre les lits froids. Vous connaissez cette notion, lit chaud, lit froid, les lits qui sont occupés plusieurs semaines dans la saison et ceux qui ne le sont pas. Il va falloir arrêter de construire des lits froids en premier lieu. Or, aujourd'hui, ni au niveau de l'État, ni au niveau de la région, cette décision n'est encore prise. Je comprends bien que c'est difficile pour les stations, mais il faut prendre exemple aussi sur les pays montagnards que sont l'Autriche ou surtout la Suisse. La Suisse a pris cette décision, le nord de l'Italie également. La station de montagne en 2030, quoi qu'il en soit, je le disais en introduction, elle doit s'adapter. Le ski, en tout cas pour l'hiver, le ski est devenu un marché mature, c'est-à-dire dont le développement est maintenant largement freiné, et les consommateurs ont de nouvelles attentes. C'est impératif de s'adapter. C'est impératif de s'adapter, mais on peut aussi avoir comme ambition, en même temps que s'adapter, de conserver le niveau de qualité que nous avons obtenu. Les stations de Loisan, pour ne parler que d'elles, ont terminé le XXe siècle à un très haut niveau. Ce que nous souhaitons, c'est conserver au cours de ce XXIe siècle le haut niveau de satisfaction qu'il y avait chez nos visiteurs. Pour cela, il y a de nombreuses décisions et de nombreux aménagements, des modernisations à effectuer. La France a l'ambition d'être la première destination touristique, a l'ambition surtout de le rester, de valoriser ses touristes, et il nous faut pour cela des décisions
partout en France, dans tous les secteurs touristiques et en montagne en particulier. Alors, maintenir l'activité hiver, on évoquera la diversification estivale un peu plus tard. Pour l'hiver, évidemment, le ski, c'est aussi la neige. On évoquait tout à l'heure la neige artificielle. Quand la température augmente de 1 degré, la limite pluie-neige s'élève de 150 mètres. Est-ce que le bas de nos stations, et en particulier dans l'Oisans, n'est pas menacé ? Alors le bas des stations peut être menacé. La question de l'altitude fatale dans les 30 ans qui viennent est posée. Un rapport extrêmement intéressant vient d'être établi par Isère Tourisme à ce sujet. Nous sommes particulièrement sensibles et nous comprenons parfaitement l'évolution climatique parce qu'elle est chez nous extrêmement spectaculaire, notamment avec le recul des glaciers. Ceci dit, la disparition des glaciers en hiver ne signifie pas la disparition des hivers. Les hivers subsisteront, les précipitations subsisteront en hiver, les périodes de froid diminueront en temps, mais elles subsisteront également. Donc ne laissons pas s'ancrer l'idée que l'hiver va disparaître et que nous allons habiter dans un pays tropical sans aucune saison. Donc à ce titre-là, il ne fera peut-être plus moins 15, il fera plutôt moins 10. Les degrés vont remonter, c'est incontestable, mais les hivers subsisteront. Donc jusqu'à l'altitude de 1500 mètres, 1600 mètres, alors il faut voir si on est au nord ou si on est au sud. Bien évidemment que l'exposition a du sens, mais aujourd'hui on arrive à maintenir dans l'Oisans des pistes jusqu'à 1000 mètres d'altitude jusqu'au 30 avril. Est-ce que ça sera le vrai dans 30 ans ? C'est moins sûr. Pour sécuriser, il y a effectivement ce qu'on évoquait, la neige artificielle, la neige de culture. C'est vrai que le travail de la neige est devenu une vraie science, et la production de neige aussi, sauf que ça demande beaucoup d'eau. Vous savez que c'est un sujet qui est très controversé. Alors oui, la question c'est d'où vient l'eau que nous utilisons ? Actuellement, l'eau, elle est extrêmement abondante par la fonte des neiges, qui fait partir des masses considérables d'eau qui n'arrivent même pas toutes à être turbinées par les turbines d'EDF pour en faire de l'électricité. Donc si sur cette quantité extraordinaire, nous en retenons quelques centaines de milliers de mètres cubes dans des retenues collinaires. Donc des lacs de montagne, des lacs artificiels de montagne. Des lacs artificiels de montagne, ce n'est pas cela qui porte atteinte à la ressource. Bien évidemment, dans certains secteurs, on a pu voir une concurrence avec les ressources d'eau potable, c'est là que ça ne va pas. Mais dans l'Oisans, il n'y a pas de concurrence entre eau potable et neige de culture. Vous évoquiez les glaciers, le ski sur les glaciers. Ça aussi, c'est une autre activité qui est assez controversée. On sait que ça contribue à la fonte prématurée, au recul des glaciers. Aux Deux-Alpes, par exemple, sur le glacier de Mont-de-Lans, c'est une activité phare en été, jusqu'à 1500 skieurs par jour. Donc c'est quand même un élément d'attractivité important. Il faut arrêter le ski de glacier ? Écoutez, c'est un élément d'attractivité important, surtout aujourd'hui pour les clubs de ski. Pour ceux qui s'entraînent, c'est donc un glacier à vocation sportive qui, par sa rareté, maintient son attractivité. Celui de l'Alpe d'Huez, Sarenne, a fermé il y a quelques années. Nombreux sont ceux en Europe qui ont fermé également. Je crois que compte tenu de son importance, celui des Deux-Alpes n'est pas en danger à très très court terme, même s'il y a des semaines un petit peu spectaculaires. On remarque également que l'entretien peut le protéger. En maintenant une neige extrêmement blanche de qualité, alors que si on la laisse se recouvrir de poussière sombre, elle fond beaucoup plus rapidement. Il est évident que son usage peut lui porter atteinte, mais aujourd'hui, la masse que constitue cette calotte glaciaire qui est la plus grande d'Europe ne semble pas en danger à très court terme. Bon, à surveiller donc. Alors vous évoquiez les sportifs qui s'y entraînent sur ce glacier des Deux-Alpes. Et bien précisément, en ce moment, c'est l'équipe de France de ski qui est sur place. Reportage. Le jour se lève timidement sur les Deux-Alpes. Les Bleus, elles, sont debout depuis plus d'1 heure. La saison a beau débuter à la mi-décembre, il faut déjà s'entraîner dur, faire le plein d'énergie aux aurores et savourer le café de 5h15. Heureusement qu'on en a le matin quand même. Vous avez l'habitude. On n'a pas bien le choix en fait. Plus ça. Pas le choix, si l'on veut trouver de la neige praticable en juillet, il faut grimper avant le lever du soleil jusqu'au sommet du glacier. Pendant une semaine, les skieuses de l'équipe de France jouent le même rituel, de la glisse à la préparation physique en passant même par des tests de résistance et de lucidité au petit matin. Pour leur deuxième stage de reprise, le staff leur a concocté un programme peu intense mais très dense. Ça fait des belles matinées quand même parce qu'on skie 4 heures d'affilée à 3002,
Voilà, c'est les deux Alpes, c'est toujours comme ça. Mais bon, on est là pour enchaîner les manches et reprendre tous les aspects techniques et voilà, se faire un peu la caisse pour cet hiver. En profitant aussi d'un esprit de groupe élargi. Ici, toutes les skieuses s'entraînent ensemble. Si Tessa Worley manque à l'appel, les meilleures descendeuses, géantistes et slalomeuses sont là, évoluent sur leur propre couloir, mais s'inspirent des pratiques et techniques des différentes spécialités. L'idée, c'était aussi de pouvoir travailler des fois ensemble, avoir un peu des échanges, des opinions et des travail. Ça, c'est la chose plus positive. Sans oublier les conditions. En cet été caniculaire, les skieuses répètent leur gamme à la fraîche et savent que c'est le moment aussi de profiter du plaisir de skier sans pression. Ouais, les conditions sont super bonnes et là, on peut faire du bon boulot, donc c'est parfait. On est très content d'être là et de pouvoir travailler techniquement sur des pistes qui sont encore pas trop difficiles. Donc voilà, répéter les manches et puis trouver le geste juste, automatiser. Répéter, répéter pour que les potentiels se libèrent pleinement 6 mois plus tard et apportent plus de podiums, plus de régularité pour la Coupe du Monde à venir. Voilà pour ces images rafraîchissantes tournées cette semaine et qui donnent envie. Donc on évoquait un attrait évident pour toutes les équipes du monde d'ailleurs. Oui, les équipes viennent du monde entier pour s'entraîner ici. On a beaucoup de Chinois cette semaine sur le halfpipe, qui est un équipement exceptionnel. Beaucoup d'Italiens comme d'habitude. C'est un lieu mythique. Alors, attirer les étrangers, ça a été aussi l'un des objectifs de Tomorrowland, le festival de musique électro qui a eu lieu à l'Alpe d'Huez, cette fois, en mars dernier. Certains ont dit que c'est quand même pas très développement durable de faire un festival avec 30 000 festivaliers sur des dancing chauffés à l'extérieur. C'est le prix à payer pour renouveler la clientèle ? 30 000 festivaliers, c'était la fréquentation habituelle à cette époque, puisque ne sont venus à ce festival que ceux qui étaient hébergés dans les stations. Donc nous n'avons pas augmenté la fréquentation de la station à ce moment-là. Les stations de Vaujany, de Oz, de l'Alpe d'Huez étaient pleines comme elles sont pleines. Donc pas d'excès particulier. Et je suis très surpris par cette polémique, parce que lorsque une grande étape du Tour de France vient chez nous ou ailleurs, on nous annonce 300, 500 000 visiteurs. On n'a jamais fait de scandale sur le bilan carbone de ces visiteurs en voiture. Or, nous n'avons pas amené un tourisme de plus. Simplement, leur origine était différente. C'est vrai que c'est une nouvelle clientèle, que ça s'est particulièrement bien passé par rapport aux craintes que tout le monde pouvait légitimement avoir sur un événement de cette ampleur à ce moment-là. Mais les forces de l'ordre en ont convenu, les transporteurs en ont convenu. Tout le monde a salué le remarquable travail d'organisation qui a été fait. Finalement, c'est le défi des stations françaises, pas uniquement de Loisan en particulier, mais c'est d'attirer une nouvelle clientèle, de renouveler le potentiel de clientèle ski. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans un marché mature où il faut se différencier pour rester et conserver son attractivité. Effectivement, la lutte est forte au niveau national, au niveau international. Nous avons des ressources, nous avons de la combativité, nous avons la volonté de cultiver des outils qui nous ont été transmis par les générations précédentes. Nous ne voulons pas les agrandir, nous ne voulons pas augmenter les domaines skiables, on ne veut pas créer de nouvelles stations, on reste dans les emprises actuelles avec simplement des animations qui sont nouvelles, avec des événements qui sont peut-être innovants, mais c'est ce qu'il faut faire pour survivre et pour ne pas être distancé. En termes de stratégie, marketing, de positionnement, on parle beaucoup aussi de montée en gamme. Alors, il y a quelques mois, un nouvel hôtel 5 étoiles, je crois, ouvert à l'Alpe d'Huez. Il y a des restaurants gastronomiques avec un chef étoilé aux Deux Alpes. Cette montée en gamme, c'est aussi la stratégie touristique ? Alors aujourd'hui, c'est une stratégie inévitable parce que c'est une qualité qui est attendue de la part des clients. Les produits aujourd'hui commercialisés ne sont plus les mêmes que dans les années 1970. On ne vient plus dans un studio de 8 ou 10 mètres carrés pour passer une semaine enfermé. Ce n'est plus comme cela. Donc effectivement, nous avons la satisfaction de constater que la montagne est encore attractive pour des investisseurs à long terme, parce que quand on investit dans l'immobilier de cette manière-là, ce n'est pas pour un retour sur 5 ans, c'est au moins 30 ou 40 ans. Et on constate dans les Alpes françaises en général, chez nous en particulier, vous venez de citer ces exemples, qu'effectivement,
les investisseurs sont là et la confiance existe. Mais le risque, est-ce que ce n'est pas de créer un sentiment d'élitisme et d'écarter la clientèle populaire traditionnelle ? Non, je ne crois pas, parce que nous avons deux séries d'actions. On a effectivement la volonté d'offrir le produit qui est attendu, puisque nous avons cette capacité d'attractivité pour des clientèles haut de gamme. Et puis, nous souhaitons conserver, notamment avec la clientèle française, on fait tous les efforts pour cela. Tout le monde s'y met. Vous avez cité la région. Moi-même, j'avais lancé au Conseil général, quand j'étais en responsabilité, une action avec les ESF pour maintenir ce lien avec le ski, avec les sports d'hiver, sous toutes leurs formes. On parle du ski de piste plutôt chez nous, mais le ski de fond, c'est la même problématique. Il faut conserver cette culture, et je pense que ce n'est pas du tout antinomique. Mais vous entendez ce que dit la clientèle locale, notamment dire, oh là là, le ski, et en particulier dans les grandes stations, c'est cher. Oui. Est-ce qu'on ne risque pas de décourager cette clientèle-là, une clientèle de proximité ? La clientèle de proximité n'est pas une clientèle de séjour identique à celle qui vient de très loin. Nous continuons à nous battre de façon à avoir des offres de ski qui puissent concurrencer, c'est vrai, les destinations touristiques en avion qui sont très peu chères pour aller de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, 2 heures d'avion de Paris. Voilà, c'est pas facile. C'est vrai que ce sont des destinations plutôt onéreuses, mais c'est une économie qui fonctionne et qui donne du travail. Il y a près de 5000 salariés et ça compte aussi. Et puis, autre défi, alors on en parlait un peu tout à l'heure, c'est les activités 4 saisons. Votre territoire mise notamment sur le vélo. Tout récemment ont été inaugurées les voies vertes, cette piste cyclable sécurisée sur 23 km de long entre Almont et Venosque. Un itinéraire qui a d'ailleurs reçu le label Tour de France. Et le patron d'ASO était à vos côtés pour l'inaugurer. Relier la Croix de Fer à l'Alpe d'Huez à vélo, c'est maintenant possible sur une piste cyclable. Une voie verte de 23 km vient d'ouvrir et permet de traverser la vallée de l'Oisans depuis Venosque jusqu'à Almont pour profiter du paysage et rouler en toute sécurité. Alors aujourd'hui, cette voie verte, elle est faite pour la sécurité des pratiquants, pour le plaisir de se promener au cœur de l'Oisans, le long de la Romanche, dans cette magnifique plaine tout à fait exceptionnelle qui, il y a quelques siècles, était un lac et qui a conservé une végétation remarquable. Véritable terre de vélo, avec à son compteur 30 arrivées à l'Alpe d'Huez depuis 1952, l'Oisans est lié à l'histoire du cyclisme français. La nouvelle voie verte vient donc d'être labellisée Tour de France. Nous souhaitons densifier le lien entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions. Dans beaucoup de pays étrangers, il y a une évidence, c'est que le Tour de France est une locomotive pour inciter à la pratique de la bicyclette. Quel peut être l'intérêt pour nous, vous pourriez me demander? C'est tout simplement que les rares pays dans le monde où il y a encore plus de gens qui regardent le Tour de France qu'en France, ce sont des pays où les gens sont naturellement à bicyclette. C'est la Belgique, c'est le Danemark, ce sont les Pays-Bas. Donc il y a un lien d'évidence. Rouler pour le plaisir, pour le décor, mais aussi peut-être pour croiser des coureurs de l'équipe AG2R. On a un partenariat avec Loisan Tourisme, et donc on vient régulièrement depuis de nombreuses années ici faire des stages, que ce soit le stage du mois de novembre, mais aussi le stage du mois de juillet. Et donc forcément, les coureurs seront appelés à rouler en toute sécurité sur cette voie verte, bien évidemment. Oui. En tout cas, la voie verte fait déjà quelques amateurs. Oh, magnifique. C'est dur pour les artistes, mais c'est magnifique. Nous sommes habitués à la Hollande, le pays est très plat, pas de montagnes. Pas du tout. Cet aménagement de 2,4 millions d'euros est voué à être élargi à l'horizon 2021 pour relier les 50 km de Bourdoisan à Grenoble. Voilà, et pour étirer ces voies vertes jusqu'à Grenoble, l'ensemble du projet coûtera 6 millions d'euros. C'est le cyclisme qui sera l'activité phare de l'été dans l'Oisans ? Oui, c'est le cyclisme qui s'est imposé plus fort que l'alpinisme traditionnel qui nous avait lancé au début du XXe siècle. Plus grand public peut-être aussi. Plus grand public, et puis surtout avec une vocation sportive découverte par de nombreuses clientèles étrangères, notamment les Hollandais, les Belges, qui adorent venir pédaler dans un pays plus raide que chez eux. Donc le cyclisme chez nous est développé dans le cadre du Cycling Lab, c'est-à-dire l'association
l'association des meilleurs professionnels dans toutes les catégories. Vous avez vu les meilleurs professionnels du cyclisme sur route, avec Vincent Lavenu qui nous a fait l'amitié avec Christian Prudhomme de venir, meilleurs organisateurs, les meilleurs hébergeurs dans notre hôtellerie, les meilleurs équipementiers que nous souhaitons voir venir à Bourdoisan faire des essais sur ces pistes que nous avons aussi conçues pour eux, en complément de la vie quotidienne de nos habitants qui est largement améliorée pour cela. Et puis évidemment, l'une des vitrines du cyclisme andoisan, c'est le Tour de France, les mythiques 21 lacets de l'Alpe d'Huez. Bon, le Tour de France qui débute ce week-end ne passera pas cette année par Loisan, pas non plus d'ailleurs par l'Isère. C'est une déception ? Bon, écoutez, on sait que les très grands événements, la Coupe du Monde de football ou les Jeux Olympiques, c'est pas tous les ans. Tous les 4 ans, c'est le maximum, mais tous les 2-3 ans, c'est un rythme raisonnable. Nous savons les liens très forts qui nous unissent au Tour de France, qui a fait son histoire ici. Nous sommes très confiants sur le retour. Et moi, j'admire énormément le génie des organisateurs du Tour de France de présenter chaque année un cocktail de la France particulier. Cet équilibre-là, il faut le reconnaître, c'est vraiment une réussite pour eux. Mais j'entends que dans ce cocktail, il y a un ingrédient indispensable, au moins tous les 2 ans, c'est les lacets de l'Alpe d'Huez. Voilà, je crois que c'est rentré dans l'ADN du Tour de France. Je pense qu'on peut le dire sans fausse modestie. Et c'est pour ça que nous sommes confiants sur leur retour. Et sur l'année prochaine, notamment en 2020, j'imagine. Les retombées, on évoque souvent dans les lacets de l'Alpe d'Huez jusqu'à 1 million de spectateurs. Bon, le chiffre me semble un peu gros, on va dire entre 500 000 et 1 million, comme ça on froissera personne. C'est quoi les retombées? On les a estimées sérieusement? Oui, enfin, elles sont extrêmement sensibles. En notoriété, j'entends, mais en argent sonnant et trébuchant. C'est une semaine complète de remplissage, bien plus importante que la moyenne. Une année avec le Tour de France, c'est sensible chez tous les commerçants, chez tous les hébergeurs. Bien sûr. Chez tous les hébergeurs, ça c'est absolument incontestable. Et d'ailleurs, c'est partout en France la même chose. Plus on a des capacités d'hébergement, ce qui est quand même notre cas, où elles sont particulièrement importantes, plus l'effet est sensible. Bien évidemment qu'un territoire qui a peu d'hébergement le ressentira beaucoup moins. Mais le Tour de France, c'est aussi un coût. On ne donne jamais les coûts d'ailleurs, les tarifs. Alors, vous pouvez lever un secret ou pas? Ça coûte combien? Ce n'est pas un secret du tout, puisque la communauté de communes délibère pour en financer la moitié du coût de l'étape d'arrivée. La moitié du coût, c'est d'environ 120 à 150 000 euros. Pour la communauté de communes ou au total? Au total. L'arrivée, le départ, c'est un petit peu moins cher. Mais voilà, ceci dit, ce n'est qu'une partie des coûts pour les communes organisatrices de l'arrivée ou du départ, ou qui accueillent le départ, pour tout cela, parce que les coûts derrière sont importants aussi. Bon, ce 106e Tour de France qui débute ce week-end connaîtra quand même 3 grandes étapes de montagne. Bon, ce sera en Savoie. Est-ce qu'on n'est pas prisonnier d'ailleurs d'une surenchère d'une station à l'autre, d'un massif à l'autre? Est-ce que ça ne fait pas monter les tarifs finalement? Non, je dois dire que ce n'est pas de cette manière que réfléchissent les organisateurs du Tour de France. Je crois qu'ils ont chaque année 300 demandes de communes, c'est ce que dit Christian Prudhomme, et après ils font leur cocktail chaque année au mieux. En fonction du parcours et de l'identité des tours. Les activités d'été, ce sont aussi dans nos massifs les refuges de montagne. Vous évoquiez l'alpinisme, qui est aussi une des activités traditionnelles de Loisan. Un des temples de l'alpinisme en France, c'est Loisan. Il y en a une 30aine de ces refuges dans notre département. Ils sont un atout touristique. Le département de l'Isère, le conseil départemental, veut mieux promouvoir pour mieux commercialiser. Est-ce que ça doit être ça, un refuge d'altitude ? Oui, les refuges d'altitude, c'est extrêmement important parce que c'était pendant longtemps les bases de départ d'escalade prestigieuses, de sorties de haut niveau. Aujourd'hui, ce sont souvent des destinations pour des familles, puisque les refuges se trouvent en haute altitude, mais accessible encore. Mais accessible, souvent par des chemins. Et donc à ce titre-là, c'est extrêmement important pour l'image de la montagne. Et chaque fois que j'ai fait de la promotion à Paris pour la montagne, l'affichage des refuges, c'est ce qui fait rêver très directement le citadin comme étant l'image d'un accueil. Alors, donc c'est extrêmement important d'en avoir une belle qualité, de cultiver cet hébergement, sans pour autant aller à des niveaux de confort extrêmes, parce qu'il faut conserver l'esprit montagnard, il faut conserver la simplicité, il faut conserver ce qui fait le charme d'une montagne et d'une expérience de ce genre-là. Il y a un risque de dérive ?
Dans ce sens-là, de vouloir trop donner un côté hôtel à nos refuges? Pour ce qui est de notre territoire, les plus importants sont dans le parc national des Écrins, qui est une politique particulièrement claire là-dessus. D'abord, de ne pas augmenter les capacités d'accueil. D'autre part, de conserver cet esprit-là et tous les refuges qui sont refaits. Et aujourd'hui, la FFCAM, qui en gère de nombreux, a plusieurs projets de rénovation dans la vallée du Vénéon. Dans cet esprit. Dans cet esprit-là. Grenoble, capitale des Alpes, selon la célèbre formule. Il y a un élu, un monsieur montagne à la ville de Grenoble, c'est Pierre Mériot. La politique montagne de Grenoble, elle vous convient? Elle est suffisamment offensive? Et la politique montagne de Grenoble, aujourd'hui, elle ne donne pas des résultats par des liens que nous puissions avoir. Je crois qu'ils ont une politique en direction de la montagne. Et Pierre Mériot, que je connais bien naturellement, est un passionné qui travaille beaucoup, mais ce n'est pas directement avec des coopérations entre nos territoires que cela se met en place. Bon, j'entends que la politique montagne est un peu déconnectée du territoire, c'est ça? Ça ne passe pas par nos structures de coopération habituelles. Bon, cela est diplomatiquement dit. Les mobilités, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est effectivement un des autres grands défis des massifs, de la montagne. Faciliter les accès à un territoire, c'est évidemment important pour son développement. Loisan se remet d'un sacré coup dur il y a quelques années. C'était l'effondrement du tunnel du Chambon. C'est arrivé quelques jours après l'alternance politique au département. Vos successeurs ont bien géré cet épisode? Écoutez, à l'époque, un certain nombre de décisions ont été prises par le conseil départemental. Deux décisions importantes, celle de créer une voie de secours et l'autre de creuser une déviation du tunnel ancien pour le mettre à l'abri des effondrements. Immédiatement, j'ai proposé à la communauté de communes de Loisan de délibérer favorablement pour soutenir ces options qui donnaient lieu à différentes polémiques. Donc immédiatement, notre position a été claire sur ce sujet-là. Et je ne peux que féliciter tous ceux qui ont travaillé pour réaliser ces travaux qui donnent satisfaction avec une route de secours que le département se propose désormais d'affecter au cyclisme, de faire une voie verte complémentaire tout en la gardant en secours. Cette année, elle n'a pas pu être ouverte à cause de difficultés liées aux acquisitions foncières, puisque le préfet avait pris des autorisations pendant les travaux, mais il fallait régulariser tout cela. Donc c'est la raison pour laquelle le département, je crois, n'a pas ouvert cette année, mais elle est destinée à se faire et je m'en réjouis. Mais vos successeurs ont plutôt bien géré cette crise, du coup? Plutôt bien géré cette crise, oui, tout à fait. Des efforts pour les transports collectifs électriques également dans les stations, en particulier dans le village d'Huez. J'entends parler d'une liaison avec l'Alpe d'Huez par une télécabine, c'est ça? Entre les deux Alpes et l'Alpe d'Huez? Entre l'Alpe d'Huez et le village d'Huez. Ah oui, bien sûr. La station d'Huez va renouveler une liaison qui existait déjà entre le village d'Huez et l'Alpe d'Huez. C'était une télécabine qui était assez obsolète et qui va être remise à neuf pour être le deuxième tronçon d'une liaison urbaine dont le premier a été inauguré l'année dernière entre le centre du Vieil Alpes et les Bergers. Alors vous évoquez aussi l'Alpe d'Huez reliée aux deux Alpes, ce qui serait une révolution, ce qui ferait sans doute l'un des plus grands territoires skiables, j'allais dire d'Europe, mais peut-être même du monde. Mais écoutez, ce projet, effectivement, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années, nous permettrait d'être dans le top 3 des domaines reliés français. Les domaines reliés, c'est aujourd'hui un concept qui est extrêmement observé par la clientèle, qui est en attente de ce type de grands domaines pour avoir une offre diversifiée, une offre augmentée. C'est un moyen d'attractivité aujourd'hui, sans augmenter les domaines skiables, mais en offrant à la clientèle d'une des stations la totalité du domaine de l'autre, et réciproquement. Donc sans augmenter les domaines skiables, puisqu'aujourd'hui il n'est plus question de cela, pour des questions évidentes, environnementales, il faut optimiser les domaines. Les domaines sont optimisés aujourd'hui en permanence. C'est des choses qui ne se voient pas beaucoup, mais là où il y avait 3 téléskis, 2 télésièges, il n'y a plus qu'un seul appareil aujourd'hui. Donc les pylônes disparaissent petit à petit. Je crois qu'une simplification qui naturellement va avec l'économie de moyens est en train de se mettre en œuvre sur l'ensemble de nos domaines skiables. Et je dirais que cette liaison entre les deux grands domaines fait partie de cette rationalisation. On ne va pas emmener nos touristes en voiture ou encore moins ou en bus
trop loin. Il faut qu'ils restent sur place, qu'ils circulent sur le territoire de la meilleure manière. Donc ce télécabine, il partirait du Signal, côté deux Alpes, on est d'accord? Il partirait du Signal de l'Homme côté Oris pour arriver au village de Mondelan côté deux Alpes. Et c'est ça la liaison directe sur 5 km entre ces deux points-là. Et donc ça permet de relier les deux domaines, effectivement, qui sont déjà, puisque ces points-là sont déjà reliés chacun de leur côté. Voilà. C'est aujourd'hui un projet uniquement sur le papier ou c'est bien avancé? J'entends parler d'une mise en service possible en 2025. Vous savez, un projet comme cela, compte tenu de son importance, nécessite de nombreuses étapes. On est dans celle de l'urbanisme aujourd'hui, l'inscription au schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Ensuite, il y aura les PLU. Ensuite, il y aura les projets eux-mêmes, la conception. Ceci dit, si nous avançons, c'est parce que nous avons des idées assez précises sur la manière de résoudre les problèmes que tout cela pose. Le premier sur lequel nous sommes interpellés, qui est le financement, eh bien, c'est parce que nous avons la conviction, au vu de modèles existants, que cet appareil génère des recettes et que cet appareil correspond à un nouveau produit qui est commercialisable. C'est ce que l'on a connu en Tarentaise, c'est ce que l'on connaît dans différentes stations. Cette offre, elle permet de vendre quelque chose. Donc c'est quelque chose qui sera financé, qui doit être financé. Ce serait quoi le budget? On parle de 60 millions, c'est ça? Le coût de l'investissement, c'est de l'ordre de 60 millions. Et pour cela, eh bien, effectivement, il faut avoir des rentrées financières. Ce n'est pas un appareil de transport public destiné à être subventionné à 80%, comme on le fait bien naturellement en ville pour la vie quotidienne. C'est un appareil qui est destiné aux loisirs et qui doit être financé essentiellement uniquement par ceux qui l'utilisent pour leurs loisirs. Christian Pichou, on arrive au terme de cette émission. On a bien compris la politique de développement touristique de Loizan. Elle passera aussi par le tourisme patrimonial, et notamment dans cette vallée de l'Ivet-et-Gavet qui est un peu morose. Alors, la vallée de l'Ivet-et-Gavet a beaucoup souffert. Cette commune, qui est une commune de très haute montagne, puisque que ce soit sur Beldon ou que ce soit sur le Taillefer, elle culmine à plus de 2500-2700 mètres d'altitude. Mais c'est vrai que l'habitat se trouve au port de la 1091, avec des anciens sites industriels qui aujourd'hui, par leur ancienneté, commencent à acquérir une valeur patrimoniale et qui commencent à bénéficier d'une autre vue. Nous travaillons énormément aujourd'hui dans le cadre de la fin du chantier EDF, qui va voir la mise en œuvre de nouvel équipement en Romanche-Gavet. Ça sera en 2020. Et donc ensuite, il y aura la déconstruction de toutes les centrales anciennes tout au long de la Romanche et la remise au naturel de la Romanche. Là-dessus, une centrale est déjà classée monument historique, c'est la centrale des Vernes. C'est un monument absolument magnifique. Patrimoine industriel de premier plan. Patrimoine industriel extrêmement rare, pour lequel nous avons déposé un dossier de candidature auprès du Centre des monuments nationaux, qui en ce moment étudie la possibilité de gérer directement cet équipement. Ce serait une chance extraordinaire pour la vallée, puisque autour de cette usine des Vernes, qui est la seule classée, il y a les usines de l'IV1, l'IV2, ces verrières bleues éclairées que l'on voit en passant, qui sont également des monuments remarquables et qui pourraient bénéficier d'une mise en valeur. Et puis tout au long de la voie verte qui reliera Bourdoisan à Grenoble et de cette deuxième tronçon que nous évoquions tout à l'heure, eh bien, il y a de nombreux vestiges, de nombreux éléments patrimoniaux qui seront conservés pour animer et rappeler ce passé industriel remarquable, alors qu'il ne subsistera à l'extérieur qu'une seule usine, l'usine Ferroglobe, qui ne fait pas de l'électricité, mais qui est une usine qui fabrique du silicium et qui est une usine, une des plus performantes du monde occidental et qui produit du silicium de très grande qualité et qui est tout à fait remarquable. Donc requalification aussi de cette vallée de la Romanche côté l'Ivet-et-Gavet. C'était justement précisément la dernière question que j'allais vous poser. Tous ces forts investissements dans l'immobilier de station, est-ce qu'on ne s'oriente pas vers un bétonnage trop spéculatif au seul profit du tourisme et du tourisme élitiste? Alors, juste pour terminer sur les motifs précédents, nous investissons aussi dans la vallée de l'Ivet-et-Gavet. Il y a un très gros bâtiment, le bâtiment Keller, qui était le bâtiment administratif de cette époque remarquable, à côté de la maison suspendue, pour lequel, avec la commune de l'Ivet-et-Gavet, nous nous sommes entendus et nous en assurerons la maîtrise d'ouvrage de la rénovation.
au profit d'entreprises, pour l'implantation d'entreprises. C'est un bâtiment patrimonial, mais qui doit être destiné aux entreprises. Donc il n'y en a pas que pour les stations. Il n'y en a pas que pour les stations, et les stations sont limitées dans leur champ et dans leur domaine. Elles continueront à se développer et surtout à se rénover, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la rénovation de l'immobilier touristique est un point essentiel pour d'abord reconstruire les stations sur les stations et mettre à niveau le patrimoine ancien que nous avons. Donc Loizan ne sera pas une réserve d'Indiens pour touristes, comme je le disais avec provocation en introduction. Oui, jamais, jamais. Nous avons des habitants extrêmement dynamiques qui ont une ambition, c'est de conserver pour leurs enfants un travail, une activité, et de maintenir une population qui, au XIXe siècle, était de 15 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes 11 000. C'est vous dire la marge de progression que nous conservons par rapport à 2 siècles auparavant. Christian Pichou, merci beaucoup. Merci d'avoir été à vous. du Récap Info. On se retrouve sur Internet, sur les réseaux sociaux pour le bonus du Récap Info dans un instant. Merci à tous de votre fidélité. À la semaine prochaine, ce sera le tout dernier Récap Info et ce sera avec Éric Piolle, le maire de Grenoble.